Alors, bienvenue à cette capsule qui va maintenant vous présenter certaines sections ou certains chapitres de la loi sur la sécurité privée qui touchent particulièrement le Bureau de la sécurité privée. Alors, on a déjà fait pas mal le tour justement sur le côté, je dirais, administratif du Bureau de la sécurité privée. Vous avez déjà commencé à voir en vous documentant à propos du Bureau de la sécurité privée, par exemple, et de certains éléments d'information que je vous ai diffusés récemment, vous avez vu comment, en gros, fonctionne cette organisation-là, mais surtout, à quoi elle sert. Alors, justement, il y a deux aspects que je veux couvrir en vous faisant découvrir maintenant à ce chapitre-ci la loi sur la sécurité privée. Alors, ce sont les aspects suivants. Le premier, justement, c'est de faire une initiation à la lecture, justement, d'une loi. Évidemment, personne parmi nous se levons le matin en disant « Bon, ben tiens, aujourd'hui, je vais lire une loi. » Bon, non, je crois pas que ça soit le cas. Maintenant, comme enquêteur, vous allez avoir à lire des lois, des règlements internes, toutes sortes de choses de cette nature-là, des règlements éventuellement que vous allez avoir peut-être à faire appliquer aussi dans certaines circonstances. On va pouvoir de toute façon en reparler lors du cours suivant qui s'appelle « Contexte légal de l'investigation ». Alors, si on revient comme tel au Bureau de la sécurité privée, je vous avais pointé le chapitre 3 et ses sections numéro 1, 2 et 3. Alors, je me suis permis de mettre à l'écran une copie de la loi sur la sécurité privée pour vous pointer les articles là, qui sont les plus intéressants pour nous autres. Alors, il n'y a pour le moment que cette section-là de la loi sur la sécurité privée, donc le chapitre 3, qui est à l'étude. Le reste de la loi sera à l'étude plus tard dans le cours contexte légal de l'investigation aussi. Actuellement, j'ai, disons, pensé vous parler ou vous faire découvrir ce chapitre-là, puisqu'il s'agit finalement de la portion de la loi sur la sécurité privée qui constitue en quelque sorte comme étant la loi constituante du Bureau de la sécurité privée. Alors, compte tenu que le Bureau de la sécurité privée joue un rôle essentiel dans l'industrie de la sécurité privée au sens large dans la province de Québec, il est essentiel justement de voir comment ça fonctionne. Quel aspect de la loi donne au BSP la capacité d'intervention, la capacité de décider qu'une personne doit détenir tel permis, ou du contraire, refuser que telle ou telle personne reçoive tel ou tel permis, et ainsi de suite. Alors évidemment, le BSP a beaucoup de responsabilités en ce qui concerne l'application de la loi sur la sécurité privée, encore une fois, qu'on appelle aussi souvent la LSP comme acronyme. Donc voilà, c'est une initiation justement. Vous avez pu vous documenter déjà pas mal, juste comme je le mentionnais tout à l'heure sur le volet administratif, en jetant un œil au rapport annuel du BSP. Alors, je me permets de vous rappeler ici que la loi sur la sécurité privée est entrée en vigueur en juillet 2010. Elle succède à la loi sur les agences de sécurité et d'investigation qui, elle, datait des années 60 et qui n'avait jamais été dépoussiérée depuis son adoption jusqu'au moment où elle tombe aux archives, disons, de la province. Voilà. Ne pas oublier aussi, avant qu'on démarre là-dessus, qu'un test vous sera bientôt administré et une partie du test, justement, visera le Bureau de la sécurité privée et certains aspects de la loi sur la sécurité privée qui le concernent. Alors, c'est très important. Donc, je me permets d'avoir mis et de vous diffuser, justement, une copie de la loi à l'écran. C'est plus facile, je pense, pour suivre. Alors, j'ai mis certaines choses en jaune. Première des choses, la loi sur la sécurité privée
porte le numéro S-3.5. Alors, c'est important. Il existe finalement une nomenclature dans toutes les lois provinciales, dans toutes les lois aussi au Canada également, qui est propre au temps où la loi est adoptée et ainsi de suite. Et autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les lois sont littéralement répertoriées dans un gros livre à quelque part, qui est évidemment à l'Assemblée nationale du Québec ou à sa bibliothèque. Et puis, comme dans n'importe quel livre, il faut se démêler. Et la loi sur la sécurité privée occupe le chapitre, donc, S-3.5 du livre quelconque, là, dans lequel la loi a été classée. Parfait. Donc, comme je le mentionnais, on va s'occuper du chapitre 3 uniquement. On va patauger là-dedans seulement. Tout ce qu'on voit ici à l'écran, comme le champ d'application, les types de permis, permis d'agence, d'agent, bien qu'on en a entendu parler lors de notre étude du rapport annuel et lors de certaines de mes présentations, ces articles-là, dans le détail, vont faire l'objet d'une étude subséquente. Alors, allons tout de suite visualiser le fameux chapitre 3. Alors, on voit ici comment le chapitre 3 est justement divisé. Alors, d'abord, on voit tout de suite, vous le voyez à l'écran ici, que le chapitre 3 concerne le Bureau de la sécurité privée comme tel. 3 sections importantes s'y rajoutent. L'institution comme telle ainsi que sa mission, super important, l'organisation du BSP et ses pouvoirs d'inspection et d'enquête. Alors, vous voyez là, comme je vous le mentionnais déjà, qu'on allait s'intéresser aux sections donc 1, 2 et 3. En ce qui concerne la section 4, c'est une section évidemment importante et pertinente, mais on va justement s'occuper de cette section-là plus tard dans le contexte légal de l'investigation. Alors, bien entendu, les lois sont faites, comme vous le savez probablement, de façon logique. Alors, la première chose, l'article 39, comme on le constate de la section 1, institue ou, on pourrait dire, crée le Bureau de la sécurité privée. Alors, c'est là qu'on définit, disons, les choses ou les affaires. Donc, on a ici le nom légal qui est utilisé, donc le Bureau de la sécurité privée. À l'article numéro 41, nous avons ce qui définit le Bureau de la sécurité privée. Je me permets de vous le lire. Le Bureau a pour mission de veiller à la protection du public. Alors, j'arrête ma lecture après le mot public, puisqu'essentiellement, c'est la mission première du Bureau de la sécurité privée. Veiller à la protection du public. Comment on veille à l'application ou à cette mission-là? Vous allez le voir comme ça. Le principe, n'oubliez pas encore une fois, que le principe du Bureau de la sécurité privée, ainsi que sa loi, est un principe similaire, mais pas identique, seulement similaire, aux ordres professionnels. Alors, on dit ici que le public, essentiellement, sera bien protégé parce que, justement, le Bureau de la sécurité privée va veiller à l'application de la loi, va s'assurer que les gens qui reçoivent un permis quelconque, un des 6 permis, des 6 catégories, va avoir, cette personne-là va détenir la formation de base, minimale, requise pour avoir ce permis-là. Ça va faire en sorte aussi qu'un détenteur de permis qui pourrait éventuellement dépasser les limites, enfreindre la réglementation, pourrait faire l'objet d'une enquête de la part du BSP, de sanctions de la part du BSP. Alors, quand on fait un parallèle avec, par exemple, le Collège des médecins, l'Ordre des dentistes du Québec ou d'autres ordres professionnels de cette nature-là, c'est essentiellement le même principe. Si vous allez voir le dentiste la semaine prochaine et que celui-ci fait, par exemple, une erreur de diagnostic en vous concernant, ça pourrait être ça, vous pourriez éventuellement déposer une plainte à son ordre professionnel qui ferait le nécessaire pour assurer un suivi. Alors le BSP, c'est encore une fois un petit peu le même principe que ça, mais par contre, à l'intérieur de l'organisation, ce ne sont pas nécessairement
des détenteurs de permis qui vont nécessairement faire enquête sur le détenteur de permis qui, lui, par exemple, est, disons, fautif de quelque chose. Donc, voilà, essentiellement, là, c'est la différence. Puis, évidemment, c'est pas reconnu, le fait d'être un détenteur d'un permis émis par le BSP ne fait pas en sorte du fait que le Bureau de la sécurité privée ou la fonction d'agent de gardiennage ou d'enquêteur privé ne fait pas l'objet d'une reconnaissance selon la loi sur les professions du Québec. Donc, le Bureau a pour mission de veiller à la protection du public. Il voit l'application de la loi et ses règlements, c'est ce que je vous disais il y a une minute. Il délivre des permis d'agence et des permis d'agent. Ça, c'est une fonction essentielle du Bureau. Délivrer, c'est donner, si vous voulez, aux personnes ou aux agences qui se qualifient la permission de travailler dans le domaine de la sécurité privée. Alors, dans le cas des agences, évidemment, c'est pour constituer une compagnie ou se constituer en compagnie. L'exemple que je peux vous donner, c'est l'agence d'investigation privée que j'ai détenue pendant 22 ans. Donc, à chaque année, je devais m'organiser pour payer les droits qui sont normalement payables, soit au ministère de la Sécurité publique ou au Bureau de la Sécurité privée, selon le cas, puisque j'ai travaillé avant l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité privée. Et à ce moment-là, donc, avant juillet 2010, on payait nos permis au ministère de la Sécurité publique du Québec et après juillet 2010, on payait nos permis d'agence, donc au BSP. La même chose pour les permis d'agent, exactement le même principe. Donc, délivrer, donner, si vous voulez, des permis d'agent aux gens qui se qualifient. Alors, qu'est-ce que le bureau fait également? Il traite des plaintes qu'il reçoit, je vous en parlais tout à l'heure. Il peut éventuellement dispenser de la formation aux représentants des titulaires de permis d'agence. À ce niveau-là, on va en reparler bien entendu, mais simplement pour vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'un représentant d'un permis d'agence ou d'agence. Donc, le représentant en question est la personne qui représente ou qui incarne la compagnie comme telle. Alors, si vous avez, par exemple, une compagnie d'investigation qui s'appellerait Gervais Lessard Investigation Incorporée, l'entreprise doit obtenir un permis d'agence. Parfait. Le permis d'agence n'est pas donné à la corporation comme telle, à agence de détective Gervais Lessard, mettons. Il va être donné à un représentant qui lui représente finalement la corporation, donc à un humain et non pas à une personne morale. Il va être donné le permis ou délivré à une vraie personne. Alors, Investigation Gervais Lessard, supposons, aurait un permis d'agence d'investigation et son représentant serait, par exemple, Gervais Lessard. Alors, c'est lui le représentant. Alors, c'est à lui, d'ailleurs, que le Bureau de la sécurité privée s'adresse pour quoi que ce soit. C'est toujours le représentant qui est le responsable, le premier interlocuteur avec le BSP et vice-versa. Alors, s'il y a un problème dans l'entreprise, d'un agent qui ferait mal son travail, je sais pas trop quoi, le BSP va éventuellement parler, rencontrer le titulaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Cinquième étape, si vous voulez, ou cinquième but du BSP ou mission, à l'intérieur de la mission première du BSP. Donc, favoriser la cohérence des actions des intervenants de la sécurité privée avec celle des intervenants de la sécurité publique. Alors, tout ce qui s'appelle, évidemment, sécurité publique, c'est la sécurité publique telle qu'on l'entend, comme par exemple, un synonyme de cela, évidemment, est la police. Alors, la loi prévoit que l'interlocuteur premier entre tout ce beau monde-là, entre la sécurité privée versus la sécurité publique, c'est le BSP. Alors, le rôle du BSP là-dedans est fort probablement de faire connaître au niveau des responsables de la sécurité publique les fonctions, buts, utilités des gens qui travaillent dans le domaine de la sécurité privée. Essentiellement, ça ressemble à ça. Le bureau aussi est mandaté pour donner son avis au ministre. Quand on parle du ministre, à ce stade-ci,
on parle du ministre de la Sécurité publique. Donc, ministère de la Sécurité, ou ministre de la Sécurité publique du Québec. Vous remarquerez que la loi ne parle pas du ministère comme tel, parce qu'éventuellement, peut-être qu'il pourrait y avoir un changement quelconque dans la loi, puis un jour, peut-être que le ministre ou le ministère de la Sécurité publique n'existera plus. Il va être remplacé par autre chose, mais il va toujours y avoir un ministre. Alors, on prend pas de chance, on met un nom générique, c'est moins compliqué. Donc, donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci peut lui soumettre en matière de sécurité privée. Donc, le ministre peut éventuellement mandater le BSP pour qu'il réfléchisse à quelque chose, ou le BSP aussi, évidemment, peut donner son avis au ministre après réflexion ou après que, par exemple, un comité interne soit formé puis veuille éventuellement donner son opinion au ministre pour éventuellement, un bon exemple de ça, serait de faire amender, par exemple, la loi sur la sécurité privée. Quand on dit amender, c'est changer les articles, en rajouter, les modifier, les moderniser, en enlever, je pense que je l'avais dit déjà. Alors, c'est essentiellement ça. Ça pourrait être ça. C'est un bon exemple de ça. Alors, l'article 42, le bureau peut à tout moment à des fins de protection du public. Alors, vous voyez comme la protection du public est importante, ça revient ici. Ça revient, et puis, autrement dit, on y tient, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le bureau peut à tout moment des fins de protection du public. Qu'est-ce qu'il peut faire, le bureau? Donner à un titulaire de permis d'agence, donc, mettons Gervais Lessard, si on prend mon exemple de tout à l'heure, des directives entourant l'exercice de ses activités. Par exemple, Monsieur Lessard, vous avez des activités qui sont incompatibles, vous avez des employés qui sont plus ou moins compétents, il faudrait peut-être leur donner une formation supplémentaire. En tout cas, bon, ça pourrait être un peu de tout. Les pouvoirs sont quand même très larges. Puis, compte tenu que c'est pas défini, ils ont le droit de faire bien des choses, finalement, le BSP. Exiger qu'un titulaire de permis d'agence remplace son représentant lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 7 de la loi. Ça, c'est la même chose, on va le voir plus tard. Le représentant de l'agence, bien entendu, doit faire l'objet, évidemment, d'une enquête de sécurité, ainsi de suite. Si jamais le représentant d'agence ne se qualifie plus, il doit être remplacé. Puis, la corporation, donc agence de détective Gervais Lessard Incorporée, supposons, devrait se trouver en fait un nouveau représentant qui va lui répondre aux normes de la loi, aux conditions de la loi. Alors ça, c'est important. On va à l'article numéro, donc, 44 de la section numéro 3. Alors, on parle ici du conseil d'administration. 11 personnes. Pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a 11 personnes dans le conseil d'administration. 4 personnes sont nommées par le ministre, en tant que ministre de la Sécurité publique, et un de ces membres-là, une des personnes qui est nommée, vient du milieu policier. Alors, si vous fouillez dans la liste des membres actuels du conseil d'administration du BSP, vous allez nécessairement trouver quelqu'un qui représente un corps de police. Généralement, c'est la Sûreté du Québec qui est représentée là. 7 membres nommés par des associations représentatives de la sécurité privée et reconnus par le ministre. Alors là, évidemment, ça c'est la grande différence par rapport à l'ancienne loi, il y avait personne qui représentait personne. Alors ici, on n'est pas en présence de monde qui ne connaissent pas le milieu de la sécurité privée, bien au contraire, on est en présence de personnes qui connaissent très bien ça, puisque ces 7 membres-là viennent d'associations qui sont du secteur de la sécurité privée. Alors, par exemple, l'Association professionnelle des enquêteurs privés du Québec, l'APEPQ, vous allez en entendre parler encore bientôt de ça, a un membre, et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant. Les gens qui sont là savent de quoi ils parlent essentiellement. On pourrait dire ça. Et en ce qui me concerne, personnellement, je trouve que c'est une excellente façon de fonctionner. L'article 46, parmi celles qui ont fait la demande, le ministre accorde la reconnaissance aux 7 associations qui, à son avis, sont les plus représentatives de la sécurité privée. Alors, pour le moment, on parle de 7 associations, et ainsi de suite. Il pourrait peut-être en avoir 8-9 à un moment donné.
On pourrait amender la loi pour qu'il y ait plus de monde. C'est toutes des choses qui peuvent se faire. Pourquoi on est arrivé à 7? Je ne sais pas exactement. Parce que peut-être qu'au début, peut-être que lorsque le législateur a préparé la nouvelle loi, donc dans les années qui ont précédé juillet 2010, 7 associations se sont déjà manifestées à ce moment-là et ont dit on veut faire partie du conseil d'administration. Le législateur a trouvé que ça avait bien du bon sens, puis a défini que c'était 7. Mais à la rigueur, ça pourrait être 8, 9, 10, 11. Dans le fond, on n'en sort pas. On pourra en mettre autant qu'il y en a qui se manifestent. Mais pour le moment, la loi n'est pas faite pour être aussi flexible. On s'en tient pour le moment à 7. Je vous réfère au dernier rapport annuel du Bureau de la sécurité privée pour voir la liste des associations en question. Si on faisait la lecture de tous les rapports annuels du Bureau de la sécurité privée depuis les 10 dernières années, mettons, ben probablement qu'on verrait peut-être que ça a changé à un moment donné, que certaines associations sont apparues dans le décor, peut-être d'autres sont disparues, etc. C'est pas impossible. Donc, on continue notre lecture des articles les plus importants. La durée du mandat des membres du conseil d'administration du BSP, donc, est de 3 ans à compter de la date où tous les membres sont nommés. Alors, c'est important de savoir que les gens sont pas là, disons, pour l'éternité. Alors maintenant, on arrive aux articles 49 à 68. Alors, les articles 49 à 68 sont quand même importants. Je vous demande de les lire une fois. Point la ligne. Ce ne sont pas des articles qui nous touchent dans la vie de tous les jours comme détenteurs d'un permis quelconque du BSP. Alors, c'est plutôt des articles qui concernent l'organisation, entre autres, du conseil d'administration. Comme vous allez le voir, on parle par exemple de la vacance d'un poste. Alors, si un membre du conseil d'administration décide de démissionner, par exemple, comment ça va fonctionner, et ainsi de suite. Alors, dans la vie de tous les jours, là, ça ne nous touche pas. Donc, par conséquent, il n'y aura pas de questions au test sur le BSP et sa loi constituante qui vont toucher les articles 49 à 68. C'est bien important qu'on soit sur la même longueur d'onde à propos de ce sujet-là. Alors maintenant, nous avons fait un petit saut jusqu'à la section numéro 3 qui s'intitule « Inspection et enquête ». Donc, évidemment, le bureau la loi, c'est-à-dire autorise le bureau à faire, comme le nom de la section l'indique, des inspections ou des enquêtes dans le but, finalement, d'appliquer ou de faire appliquer la loi sur la sécurité privée ainsi que ses règlements. Soit dit en passant, 3 règlements différents découlent de la loi habilitante, soit la loi sur la sécurité privée. Ces règlements-là vont faire l'objet d'une étude à l'intérieur du cours contexte légal de l'investigation. Alors, qu'est-ce qu'un inspecteur? On l'appelle ici inspecteur, mais on pourrait aussi dire enquêteur. Peut faire dans l'exercice de ses fonctions. Alors, il peut pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où une activité de sécurité privée est offerte ou exercée ou dans tout lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle activité est offerte ou exercée. Alors, je vais vous donner 2 exemples concrets rapidement là-dessus. Premièrement, ça pourrait être, donc, dans une agence d'investigation. Alors, moi, j'ai une agence d'investigation, c'est mon bureau, tout ça. Un inspecteur du BSP peut venir ici pour voir si mon bureau satisfait aux normes, etc., etc., si mes enquêteurs possèdent bien un permis, ainsi de suite. Pour ceux et celles qui travaillaient déjà dans le milieu de la sécurité privée, vous avez peut-être vu cela. Les gens qui travaillent dans le milieu de la sécurité pour des agences de sécurité, par exemple, alors on parle d'agents de sécurité, en fait, qui détiennent le permis du BSP de la catégorie gardiennage. Alors souvent, ces gens-là travaillent en uniforme,
sur des contrats. On appelle ça comme ça. Alors, supposons que votre agence de sécurité détient un contrat dans un aéroport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'inspecteur du BSP pourrait aller à l'aéroport en question, parce qu'il y a à cet endroit-là une activité de sécurité privée, pourrait s'y rendre pour faire justement de l'inspection, faire des vérifications, s'assurer que les gens qui travaillent en uniforme aient leur permis valide, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Donc, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il peut faire en plus? Prendre des photographies des lieux et des équipements. Alors, la loi lui permet de faire ça. Exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités offertes ou exercées en ce lieu et qui lui est nécessaire à l'accomplissement de sa fonction ainsi que pour examen ou reproduction tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement. Alors, autrement dit, il pourrait voir une liste d'employés dans une entreprise. Il pourrait demander d'en avoir une copie. Évidemment, il pourrait poser des questions aux gens qui sont sur place. Madame, monsieur, avez-vous votre permis de la catégorie gardiennage, investigation, ainsi de suite, pour faire telle activité de sécurité privée, et etc., etc. Alors, ils ont des pouvoirs, je vous dirais, réguliers qu'on voit dans le domaine de l'enquête lorsqu'on est un corps d'application de la loi gouvernementale. Mais dans ce cas-là, on doit dire paragouvernemental, là, mais c'est comme ça que c'est défini généralement aussi ailleurs dans d'autres organisations semblables. Alors, on a d'autres articles ici qui concernent le mandat d'enquête du BSP. Alors, qu'est-ce qui est en jaune? C'est l'article 73. Le bureau peut, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, faire une enquête s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu un manquement à la loi ou à un des règlements. S'il apparaît au bureau après analyse préliminaire d'une plainte qu'une infraction criminelle peut avoir été commise, il transmet sans délai la plainte au corps de police compétent à des fins d'enquête criminelle. Alors ici, vous savez, dans une loi, on dit qu'une loi crée une obligation. Alors, c'est exactement ce qui se passe ici. Première des choses, le bureau, le BSP donc, peut de lui-même décider de faire une enquête sur une agence d'investigation, de sécurité, un endroit où on fait de la serrurerie, bon. Alors, il peut le faire, pour une raison quelconque, ou il peut le faire à la suite d'une plainte. Quelqu'un téléphone au BSP puis dit, j'ai engagé des agents de sécurité, mais selon moi, ces gens-là ne détiennent pas le permis d'agent de sécurité. Bon, mettons que le plaignant, il connaît pas trop ça, comment ça marche, fait qu'il appelle ça agent de permis de sécurité, n'importe quoi, bon. Fait que le bureau, lui, reçoit sa plainte, la traite, l'analyse, puis décide d'aller plus loin. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, je vous parlais d'obligation. Il y a une obligation ici, toujours dans l'article 73, qui fait en sorte que le bureau, lorsque mis devant le fait qu'un agent, un détenteur d'un permis quelconque dans les 6 catégories qu'on connaît, a enfreint le code criminel, eh bien, le bureau est dans l'obligation de signaler cette anomalie-là, si vous voulez, à un corps de police qui est compétent. Quand on dit compétent, en fait, c'est entendre, là, en tout cas pas mal, entendre ça au niveau géographique. Alors, si par exemple le Bureau de la sécurité privée était par exemple dans la ville de Sept-Îles pour faire une vérification sur un agent de sécurité, supposons, ou un enquêteur qui a mal fait son travail, il est arrivé quelque chose à Sept-Îles, en tout cas, ils vont là pour faire une enquête, puis ils s'aperçoivent en plus que l'agent, si vous voulez, a enfreint la loi sur la sécurité privée, mais en plus aurait participé à un crime, quelque chose qui tombe du ressort du Code criminel du Canada, à ce moment-là, il irait voir la Sûreté du Québec, puisque la Sûreté du Québec est le corps de police à Sept-Îles qui a juridiction sur la ville puis sur le territoire. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça se termine ainsi sur les pouvoirs, si vous voulez, d'enquête et d'inspection du BSP. Ça se termine donc en lisant l'article numéro 75. Mais, encore une fois,
je vous ai mis en jaune là, qu'est-ce qui, à mon avis, était le plus important à retenir dans ces articles de loi-là qui touchent justement l'organisation du Bureau de la sécurité privée ainsi que sa création finalement. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a intéressé. Je suis certain que vous avez appris des nouvelles choses. C'est excessivement, important de comprendre que la minute où on détient un permis qui nous est donné, entre guillemets, par le Bureau de la sécurité privée, on jouit, si vous voulez, d'un privilège. Dans notre cas, nous allons jouir du privilège de pouvoir enquêter sur des gens, sur des situations, sur des entreprises, et ainsi de suite. Alors, c'est un privilège, c'est pas n'importe quoi. C'est un privilège éventuellement qui pourrait aussi nous être retiré. Puis je dis nous, puisque moi-même, de façon personnelle, je suis toujours détenteur de plusieurs permis, dont le permis d'investigation de la catégorie investigation émis par le BSP. Donc, même si je suis un enseignant, je ne me sers pas de mes permis comme tels pour pratiquer le métier d'investigation, par exemple. Je les possède toujours. Donc, je suis redevable envers la loi sur la sécurité privée aussi. Alors, il faut retenir ça, c'est quand même très important. On pourrait résumer ça en disant, on peut pas faire n'importe quoi quand on est un détenteur d'un permis émis par le Bureau de la sécurité privée, encore une fois, au niveau, entre autres, par exemple, du comportement. On va étudier, encore une fois, cet aspect-là, en long, en large et en travers plus tard à l'intérieur de contexte légal de l'investigation. Mais retenez ça déjà, commencez à vous interroger là-dessus. Ceux qui détiennent déjà un permis d'une catégorie comme par exemple gardiennage pour les agents de sécurité, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous êtes déjà peut-être initié un peu à ça, mais peut-être pas non plus. C'est embêtant, ça dépend. Ça dépend quelle formation vous avez reçue, ainsi de suite. Fait qu'en tout cas, réfléchissez là-dessus. Vous voyez que vous allez travailler dans une organisation qui est quand même très structurée. Alors ça, c'est important aussi d'en prendre bien conscience et c'est justement mon rôle de vous faire découvrir ça et de faire en sorte que maintenant vous en preniez conscience et puis que vous savez comment ça fonctionne exactement. C'est qui le BSP? C'est quoi la loi sur la sécurité privée? C'est quoi le lien entre les deux? Est-ce que le BSP a juridiction sur, par exemple, les sujets dans l'enseignement dans ma carrière d'enquêteur, d'agent de sécurité? Bon, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Alors, c'est partiellement oui, partiellement non. En fait, ils vont simplement vérifier que le règlement sur la formation soit appliqué, mais c'est pas le BSP qui vient nous expliquer qu'est-ce qu'on devrait enseigner. Donc, c'est important, puis il faut que ça soit comme ça pour que le public, justement, soit donc bien protégé, pour que les gens qui ont le privilège de faire des enquêtes soient correctement formés, soient correctement, justement, formés, connaissent les lois. Il faut que ces gens-là savent qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ainsi de suite. Alors, on est là-dedans aujourd'hui. Au risque de me répéter en terminant, en ce qui me concerne, évidemment, c'est une révolution, la loi sur la sécurité privée, puisqu'on est parti, comme je vous l'ai déjà mentionné, d'une époque où, finalement, il n'y avait pas ou peu de contrôle, à une époque où les affaires sont structurées, juillet 2010 jusqu'à aujourd'hui. Voici, on a des catégories, voici, vous devez être qualifié dans votre cursus scolaire à un minimum de X, Y, Z pour obtenir tel permis de telle catégorie, ainsi de suite. Vous vous comportez mal, voici qu'est-ce qui peut vous arriver, qu'est-ce que le BSP peut faire dans un cas de mauvais comportement, ainsi de suite. Fait que voyez, on est vraiment comme détenteur d'un permis
dans un univers où on n'a pas de marge de manœuvre pour être non professionnel, pourrait-on dire ça comme ça. Le BSP est là pour professionnaliser la fonction d'agent. Donc, il y a plusieurs catégories d'agents: agent serrurerie, agent d'investigation, agent de sécurité ou gardiennage, ainsi de suite. Alors, c'est le rôle du BSP et la loi est là pour l'aider finalement. Alors, ça conclut pas mal ce que j'avais à vous dire sur le fameux chapitre 3 et ses sections, donc 1, 2 et 3. Alors, je vous invite à relire ça, peut-être à mettre en couleur les articles dont je vous ai parlé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser toute question s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas tout à fait clair, en m'envoyant un courrier électronique ou sinon lors d'un prochain cours, en portant à mon attention justement votre question. Alors, merci.